Aujourd'hui, quand on voit les personnes qui parlent de manga de l'ancienne génération, il y a deux réponses récurrentes. Dans le meilleur des cas, ils vont te dire Dragon Ball et le papa du shonen, nanana. Et dans le pire, ils vont te sortir le Big Three. Oui, certains pensent que le Big Three fait partie de l'ancienne génération de manga, c'est-à-dire Naruto, Bleach et One Piece. À croire que les mangas ont commencé à exister à partir de ce moment-là. Concernant Dragon Ball, beaucoup oublient que ce n'est pas le seul shonen ou manga qui était en vogue durant les années 80 et 90. Des mangas comme Ranma 1/2, Captain Tsubasa, Sailor Moon, Hokuto no Ken et plein d'autres ont été dominants pendant ces 2 décennies. Mais celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Saint Seiya, le chevalier du Zodiac. Bien sûr, qualifier Saint Seiya ou Dragon Ball de l'ancienne génération n'aurait pas vraiment de sens non plus, puisque certains me diront qu'il y a eu des mangas comme Astro Boy sortis bien avant. Le meilleur terme serait donc de parler de période temporelle. Le Big Three a dominé les mangas durant les années 2000. Ce n'est pas un animé de l'ancienne génération, mais plutôt de la génération 2000 tout simplement. Bref, je ferme ma parenthèse d'otaku aigri qui fait l'ancien alors que je suis né après le Big Three. On va parler de Saint Seiya, non? Hein? Bon, d'abord, on va sortir un peu les lunettes. Donc, Saint Seiya est un manga de Masami Kurumada. Il a été publié entre le 3 décembre 1985 et le 12 décembre 1990 dans le magazine Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha qu'on ne présente plus, puis compilé en 28 tomes. La version française est publiée par Kana. Une édition de luxe de 22 tomes a été vue le jour entre décembre 2005 et octobre 2006 au Japon. Édition publiée en français depuis février 2011. Le manga s'est vendu à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde. C'est pas rien, c'est pas mal, c'est pas mal. L'anime a été diffusé pour la première fois le 11 octobre 1986 au Japon sur TV Asahi, si vous connaissez. Et s'est achevé le 1er avril 1989, après 114 épisodes. Cette série couvre plusieurs arcs majeurs du manga. La bataille du sanctuaire, la saga d'Asgard, exclusif à l'anime, et l'arc de Poséidon. Plus tard, la saga d'Hadès viendra compléter la série avec des OAV diffusés entre 2002 et 2008. L'univers de Saint Seiya prend place au XXe siècle, principalement en Grèce avec des personnages issus de la mythologie grecque. 3 grandes divinités y sont présentes, Athéna, Poséidon et le grand Hadès. On va surtout s'intéresser à Athéna, la déesse de la guerre et de la sagesse, qui souhaite protéger la terre contre toutes les menaces en fait. Rien que ça. Pour cela, elle est accompagnée de 88 chevaliers, appelés les chevaliers d'Athéna. Tu pouvais pas leur donner un nom plus stylé. Elle a juste mis son nom en dédicace en fait. Et ces chevaliers sont associés à une constellation. Ils sont divisés en plusieurs classes. Les chevaliers d'or, au nombre de 12, sont les plus puissants. Chacun représente un signe du zodiaque. Les chevaliers d'argent sont au nombre de 24, mais le manga s'en fiche d'eux. Bah donc je vais faire de même. Les chevaliers de bronze, au nombre de 48, les plus faibles en apparence, mais ceux que l'on suit dans l'histoire principale. Et oui, et justement, nos héros sont des chevaliers de bronze. 6 personnages principaux. Seiya, il a la constellation de Pégase, c'est le héros. Un garçon impulsif, déterminé, qui devient chevalier pour retrouver sa sœur au départ. Mais il finira par se rallier à la cause d'Athéna. Shiryu, il a la constellation du dragon, c'est le sage du groupe. Loyal et réfléchi. Shun, constellation d'Andromède, il est doux, altruiste, déteste se battre et essaie toujours de raisonner ses ennemis. Ça me rappelle un personnage. Yoga, constellation du cygne, distant et orgueilleux au début, il est hanté par ses démons et les affronte en rejoignant Athéna. Iki, constellation du phénix, grand frère de Shun, solitaire, rongé par la haine, le Dark Sasuke, mais toujours là dans les moments cruciaux. La particularité des chevaliers d'Athéna, c'est qu'ils ne se battent pas avec des armes. Ouais, parce que c'est trop classique les armes, on voit ça partout. Non, dans Saint Seiya, on se bat avec le cosmos. C'est une énergie née du Big Bang, présente dans chaque être vivant à l'échelle atomique, qui leur permet d'exécuter des attaques spéciales, d'augmenter leur force, vitesse et résistance, de guérir. Et cette source d'énergie, ils peuvent également la partager ou se l'échanger comme vous voulez. Et vous savez, comme dans le film Broly avec Gohan, Trunks, Piccolo qui donnent leur énergie à Goku, ça c'est la même chose. Tout dépend de leur niveau de maîtrise. Cette puissance s'acquiert à travers les sens. Donc, vous connaissez les 5 sens. Je vous les présente plus. Vue, le sens qui vous permet de découvrir cette masterclass de Saint Seiya. Oui,
Le sens qui vous permet d'écouter mes précieux conseils, donc de découvrir cette masterclass de Senseiya. Odorat. Le sens qui vous permet de dire « je sens qu'il va faire une vanne sur l'odorat. » Eh ben non, je vais pas en faire. Goût. Le sens qui vous dit que purée, la pizza à l'ananas est au sommet de la gastronomie. Toucher. Oh bon, celui-là il est facile quand même. Ce sens vous permet de vous abonner. Bah oui. Mais il y a également le sixième sens. L'éveil de l'esprit, utilisé pour la télépathie, la télékinésie, etc. Tout ce qui touche aux attaques ou capacités psychiques. Le plus intéressant, le septième sens. La maîtrise ultime du cosmos réservée au chevalier d'or. Pour vous faire le CV de ce septième sens, le chevalier du lion donne des coups de poing à la vitesse de la lumière. À titre de comparaison, les chevaliers de bronze galèrent à atteindre celui du son. Le chevalier des gémeaux, lui, peut te balancer dans une autre dimension, te lancer une galaxie dans la figure. Oui, il est même dit que ces chevaliers d'or sont tellement puissants que si deux chevaliers d'or s'affrontent, l'issue du combat c'est soit un ex-aequo, donc les deux perdent, soit un combat d'une durée de 1000 jours. Bref, c'est du costaud. Le huitième sens, transcender la mort, permet de garder son apparence, sa mémoire et son cosmos même après la mort. Très rares sont ceux qui l'atteignent. Le premier arc est le plus connu, le sanctuaire. Le grand Pop, chef des Chevaliers d'Or. Ah oui, il faut savoir qu'Athéna ne reste pas constamment sur Terre. Elle se réincarne en humaine dès qu'elle ressent l'avènement d'une nouvelle menace. Donc le grand Pop a manipulé les 12 Chevaliers d'Or et tente de tuer la réincarnation d'Athéna encore bébé. Le Chevalier du Sagittaire, qui n'est pas débile, tente de la sauver mais meurt. Athéna survit et est élevée secrètement. Des années plus tard, elle revient avec les 5 chevaliers de bronze, mais est frappée d'une flèche dans le cœur. Et les chevaliers doivent traverser les 12 maisons du Zodiac en moins de 12 heures pour l'amener devant le grand Pop et la sauver. Chaque maison est gardée par un chevalier d'or. En gros, l'arc, c'est qu'ils vont devoir se taper les 12 chevaliers d'or en 12 heures et sont des chevaliers de bronze. N'oubliez pas ce que j'ai dit sur les chevaliers d'or. Les bronzes n'ont littéralement aucune chance. L'arc qui suit est moins long que le précédent. Athéna et les chevaliers affrontent les Marinas, les guerriers de Poséidon, divinité des mers. Cette fois, l'univers s'élargit, l'ambiance est plus aquatique et l'enjeu est planétaire. Les thématiques tournent autour du destin et du sacrifice globalement. Et juste après, l'arc Hadès. Il surdouche à un arc beaucoup plus sombre et intense. Hadès, le dieu des enfers, entre en scène avec 108 spectres. C'est les 88 chevaliers de... Enfin, c'est les 108 chevaliers d'Hadès. L'ambiance devient plus gothique, les combats plus psychologiques et on assiste à une vraie montée en puissance. Alors là, oui. Alors là, faut qu'on parle d'un truc qui rend Senseiya unique parmi tous les shonen. Ses combats. T'attends peut-être des chorégraphies ultra fluides, passant des Demon Slayer ou des stratégies mentales à la Hunter x Hunter ou Jojo, etc. Non, dans Senseiya, les combats c'est autre chose. Dans la plupart des shonen traditionnels, classiques même aujourd'hui, les combats sont représentés en temps réel. C'est-à-dire que vous avez des échanges de coups. Senseiya reprend le même principe. Vous avez des échanges de coups, vous avez des effets visuels comme des techniques, des puissances de feu, etc. Ou des combats plutôt corps à corps, quand il s'agit d'art martial. Là où Senseiya est différent, c'est dans la mise en scène des combats. Vous allez avoir certains combats où il va n'y avoir que un seul échange. Voilà, je dis bien un seul échange de coups. Et pourtant, les fans de Senseiya vous diront que c'est le meilleur combat de tous les temps. Avant de s'échanger des mandales, les mecs prennent 10 minutes pour balancer leur philosophie de vie, leurs regrets, leurs douleurs, leurs liens avec leurs amis, amour ou leur constellation. Qui revient souvent, c'est que la personnalité ou les actes de certains chevaliers sont souvent liés à leur constellation. Il n'y a pas tant d'échanges de coups et c'est souvent imagé et dans les faits, le combat ne dure pas très longtemps. Mais tu combines tout ça avec des OST, mais sublimes, magnifiques, que dis-je, ultimes, je sais pas, j'ai pas d'autre adjectif pour qualifier ces musiques. C'est des papillons qui te caressent les oreilles, c'est magnifique. Voilà, et tout le poids et l'enjeu derrière ce combat, les combats sont juste marquants, sont juste incroyables, sont juste inoubliables, tout simplement. Je veux dire, vous n'allez pas vous souvenir des combats de Senseiya à cause de leur chorégraphie, de leur mise en scène incroyable, je veux dire Dragon Ball, d'autres shonen le font largement mieux. Non, le point fort c'est le pourquoi du combat et le dénouement du combat, qui peut vous faire apprécier un personnage que vous détestez à la base par exemple, et j'en passe. Il y en a qui trouvent ça long.
Mais en vrai, c'est ce qui donne toute la puissance émotionnelle à chaque combat. Les ennemis, comme les héros, la plupart ont des motivations et ne servent pas juste le scénario, dans le meilleur des cas. Même si c'est cliché aujourd'hui, le dépassement de soi est un thème récurrent dans la série. Oui, je vous le remets, on est dans les années 80, 90. Le cosmos est une ressource infinie, mais il faut savoir la maîtriser avec des sens aiguisés et une détermination sans faille. Un exemple de combat très marqué, Yoga versus Camus. Ce combat, c'est pas juste une confrontation physique, c'est un duel de conviction entre élève et maître. Yoga se trouve face à une réalité qui le bouleverse et il doit faire un choix. C'est l'un des combats les plus émotionnels de la série. Il y a une vraie tension dramatique. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de gagner. Il s'agit de comprendre pourquoi ce combat doit avoir lieu. On touche ici à la transmission, au deuil et à la rupture entre maître et disciple. Un thème qu'on retrouve souvent dans les shonen, mais traité, on va dire, à la sauce Saint Seiya. Le truc que j'aime vraiment dans Saint Seiya, ce sont les armures. Je les trouve magnifiques, tout celles des chevaliers d'or et des juges. Je veux dire, avec leurs simples armures, c'est déjà de l'aura farming. Et je n'imagine pas le nombre de figurines qu'a pu vendre la Toei à l'époque. D'ailleurs, les chevaliers d'or sont un bel exemple de personnage secondaire énormément apprécié. Je vous laisse retrouver votre chevalier d'or selon votre signe. Si vous avez un peu de chance, vous aurez les meilleurs ou les moins bons. Maintenant qu'on a bien hypé l'univers, les persos, les combats et tout ce que le manga fait de fou, faut aussi parler des défauts. Parce que oui, voilà, moi j'ai été généreux. J'ai vendu le truc à fond, j'étais à fond. Mais aussi culte soit-il, Saint Seiya n'est pas parfait. Et c'est important de le souligner pour comprendre pourquoi certains peuvent passer à côté. C'est sûrement le reproche le plus fréquent, le schéma. On affronte des ennemis plus puissants, un par un, dans un ordre précis, avec un chrono. Et ce schéma narratif est réutilisé plusieurs fois. Par exemple, les fameuses 12 maisons, c'est iconique, mais tu retrouves une structure similaire dans les arcs suivants. Je pense que Kurumuda a trouvé une formule qui marche. Et il l'a bien rassé. Et c'est pas forcément un mal si tu aimes ce genre de progression, mais ça devient prévisible. Saint Seiya, c'est aussi le royaume des retournements de situation injustifiés. Je veux dire, situation typique dans Saint Seiya, c'est que les chevaliers se retrouvent face à un adversaire qui est bien au-dessus d'eux. Et on te le fait comprendre à maintes et maintes reprises. Mais par la magie du scénario, parce que notre héros est doté d'une détermination infaillible, réussit à battre l'adversaire. On va dire que la détermination ou la motivation des chevaliers sont souvent le plot armor pour toujours gagner. Ça ressemble un peu à, si vous voulez, au pouvoir de l'amitié dans Fairy Tail, sauf que là c'est avec Athéna, c'est-à-dire que Athéna c'est on va dire le soutien moral. Donc le chevalier pense à Athéna, son cosmos revient, il a beau perdre tout son sang, il a beau perdre tous ses sens, mais grâce à Athéna, grâce à sa détermination, il gagnera toujours. Et c'est dommage parfois parce que ça va à l'encontre de ce que je vous ai dit tout à l'heure. T'as même l'impression que les mecs ont 15 vies à chaque fois. Ça nuit à la tension dramatique et à l'enjeu du combat parce que, entre autres, tu sais globalement comment le combat va finir. Le problème, c'est pas que les héros gagnent tout le temps, le problème, c'est comment c'est amené. Et c'est souvent amené avec de la facilité scénaristique, faut se le dire. Alors là, c'est plus un défaut de production. L'animation dans l'anime classique, c'est très variable. T'as des épisodes magnifiques avec des plans iconiques et d'autres, les visages sont difformes ou les mouvements sont rigides. À l'époque, la cadence de production était infernale et ça se ressent parfois violemment. Après, c'est aussi daté. Si vous étiez sur du Jujutsu Kaisen, SNK ou du Fate, vous allez pleurer. Mais ça reste bien quand même, hein. Attention. Le manga, lui, a un style reconnaissable, mais pas toujours ultra détaillé non plus, hein. Et c'est... Voilà, faut aimer. Faut aimer. Bon, je crois que je vous ai quasiment tout dit. En tout cas, dans ce que je voulais vous apporter. Mais en réalité, j'ai survolé volontairement pour vous donner envie de vous intéresser à Saint Seiya. Je veux dire... Le but de la vidéo est que pour certains qui ont déjà vu l'animé, lu le manga, de s'y remettre. Et pour ceux qui découvrent Saint Seiya, de foncer tête baissée et de regarder tout simplement. C'est vrai que c'est daté, c'est vrai que ça a ses faiblesses. C'est vrai que par exemple l'arc du sanctuaire a été repris dans des animés plus récents. Et peut-être que selon vous, ça a été même mieux fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à là. Et bien sûr, au-delà du sujet Saint Seiya, ma vidéo avait un but aussi de vous pousser à la curiosité. Comme j'ai dit au début de la vidéo, les mangas n'existent pas depuis 2010, depuis 2000, mais depuis bien longtemps. Je vous recommande vivement de ne pas vous contenter des mangas actuels, qui sont très bien, mais n'oubliez pas les anciens. Ceux qui ont fondé le manga que vous appréciez aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'animés, de mangas que vous risquez d'apprécier, malgré le fait qu'ils sont sortis à des années dont vous ne êtes pas nés. Moi-même, Saint Seiya est sorti, j'étais pas encore là. Pourtant, ça m'a pas empêché d'apprécier l'œuvre à sa juste valeur. Et malgré que ce soit un manga d'une génération différente de la mienne, c'est un de mes mangas préférés, tout comme les Dragon Ball.
Bien sûr, pour Saint Seiya, je vous ai parlé que de la série principale. Mais il y a Saint Seiya The Lost Canvas que je vous conseille fortement. Il y a Saint Seiya Omega, bref. Il y a plein d'autres séries dérivées, entre guillemets, de Saint Seiya. Et qui sont très bien. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Saint Seiya, si vous aimez, si vous aimez pas. Et je parlerai peut-être de manga ou d'anime on va dire, de cette période-là, de cette génération. Donc si l'idée vous plaît, bah faites-le moi savoir. Ce sera pas tout de suite, mais j'avais quelqu'un en tête. Celui qu'on nomme le survivant de l'enfer. Bon, allez, à plus.